Louis XIV par Jacques Bainville. Le long règne de Louis XIV, plus d'un demi-siècle, qui ne commence vraiment qu'à la mort de Mazarin, a un trait principal dominant, une tranquillité complète à l'intérieur. Désormais, et jusqu'à 1789, c'est-à-dire pendant 130 ans, 4 générations humaines, c'en sera fini de ces troubles, de ces séditions, de ces guerres civiles dont le retour incessant désole jusque-là notre histoire. Ce calme prolongé, joint à l'absence des invasions, rend compte du haut degré de civilisation et de richesse auquel la France parvint. L'ordre au dedans, la sécurité au dehors, ce sont les conditions idéales de la prospérité. La France en a remercié celui qu'elle appela le grand roi par une sorte d'adoration qui a duré longtemps après lui. Voltaire, avec son siècle de Louis XIV, est dans le même état d'esprit que les contemporains des années qui suivirent 1660. Il souligne, comme le fait qui l'a le plus frappé et qui est aussi le plus frappant, « Tout fut tranquille sous son règne ». Le soleil de Louis XIV illuminera le règne de Louis XV. Et ce n'est que plus tard encore, après 15 ans du règne de Louis XVI, que le charme sera rompu et que nous entrerons dans un nouveau cycle de révolution. Avec Louis XIV, le roi règne et gouverne. La monarchie est autoritaire. C'est ce que souhaitent les Français. Puisqu'ils ne veulent ni des ligues, ni des frondes, ni du ministériat, le gouvernement personnel du roi est l'unique solution. Dès que l'idée du jeune souverain fut comprise, elle fut populaire, elle fut acclamée. De là, ce concert de louanges que la littérature nous a transmis, cet enthousiasme qui étonne quelquefois chez les esprits les plus libres et les plus fiers, et qu'on prend à tort pour de la flatterie. La France, comme sous Henri IV, s'épanouit de bonheur dans cette réaction. Sous toutes les formes, dans tous les domaines, elle aima, elle exalta l'ordre, et ce qui assure l'ordre, l'autorité. Du comédien Molière à l'évêque Bossuet, il n'y eut qu'une voix. C'est ainsi que dans cette seconde partie du XVIIe siècle, la monarchie eut un prestige qu'elle n'avait jamais atteint. L'originalité de Louis XIV est d'avoir raisonné son cas et compris comme pas un les circonstances dans lesquelles son règne s'était ouvert et qui lui donnaient en France un crédit illimité. Il l'a dit dans ses mémoires pour l'instruction du dauphin, en homme qui avait vu beaucoup de choses, la Fronde, les révolutions d'Angleterre et de Hollande. Il y a des périodes où des accidents extraordinaires font sentir au peuple l'utilité du commandement. Tant que tout prospère dans un État, on peut oublier les biens infinis que produit la royauté et envier seulement ceux qu'elle possède. L'homme, naturellement ambitieux et orgueilleux, ne trouve jamais en lui-même pourquoi un autre lui doit commander jusqu'à ce que son besoin propre le lui fasse sentir. Mais ce besoin même, aussitôt qu'il a un remède constant et réglé, la coutume le lui rend insensible. Ainsi, Louis XIV avait prévu que le mouvement qui rendait la monarchie plus puissante qu'elle n'avait jamais été ne serait pas éternel, que des temps reviendraient où le besoin de liberté serait le plus fort. Désirée en 1661 pour sa bienfaisance, l'autorité apparaîtrait comme une tyrannie en 1789. Déjà, sur la fin de son règne, Louis XIV a pu s'apercevoir que la France se lassait de ce qu'elle avait appelé et salué avec enthousiasme et reconnaissance. Il avait prévu cette fatigue, annoncé ce retour du pendule, et par là, il a été meilleur connaisseur des hommes que ceux qui prétendent qu'il a donné à la monarchie le germe de la mort en concentrant le pouvoir. Ce règne de 54 années, si chargé d'événements au dehors, ne compte au dedans que 2 faits. La condamnation de Fouquet au début, et plus tard la révocation de l'édit de Nantes. 2 faits d'accord avec le sentiment général, approuvés ou réclamés par l'opinion publique. Si un homme semblait devoir succéder à Mazarin, c'était le surintendant Fouquet.
plus riche, presque aussi puissant que le roi lui-même. Fouquet avait édifié une immense fortune aux dépens des finances publiques, à l'exemple du cardinal qui avait au moins pour excuse à ses voleries les services rendus à la nation. Louis XIV, au lendemain de la mort de Mazarin, avait pris lui-même la direction des affaires, travaillant avec ses ministres, ne déléguant son autorité à aucun d'eux. Il redoutait le surintendant, qui avait de grands moyens financiers, une nombreuse clientèle, un cortège de protégés, des amis partout, dans l'administration, dans le monde, chez les gens de lettres. De plus, Fouquet, selon une habitude qui remontait au temps des guerres civiles, avait acquis à Belle-Île un refuge, une place forte d'où il pouvait, en cas de disgrâce et de malheur, tenir tête au gouvernement. C'est ce dangereux personnage politique, aspirant au rang de Premier ministre, que le roi voulut renverser. Ce serait le signe qu'il n'y aurait plus ni maire du palais, ni grand vizir, et que nul n'aurait licence de s'enrichir à la faveur du désordre et aux frais de l'État. La dissimulation et la ruse avec lesquelles Louis XIV procéda avant d'arrêter le surintendant montrent qu'il le craignait et qu'il n'était pas sûr de réussir. Fouquet brisait plus facilement qu'on avait cru la chute acclamée par la France de cette puissance d'argent qui aspirait à la puissance politique. L'exemple fut retentissant et salutaire. Rien désormais ne s'opposa plus à Louis XIV. 25 ans plus tard, le même courant poussait à la révocation de l'édit de Nantes. On ne saurait séparer cette affaire des autres affaires religieuses du même temps. Ce qui devint peu à peu persécution du protestantisme s'apparente étroitement au conflit avec la papauté, conflit qui aboutirent à la fameuse déclaration des droits de l'Église gallicane en 1682, tandis que la révocation est de 1680. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.